Bonjour les amis, nous sommes le vendredi 29 mai et aujourd'hui, parole aux avocats. Un troisième vient se rajouter. Bonjour Séverine, bonjour Christophe et bonjour Arnaud. Bonjour. Alors pour une fois, d'habitude je suis gentleman, je laisse parler les femmes, mais là Arnaud, c'est la première fois que vous intervenez. Présentez-vous parce qu'on a déjà eu une discussion sur le Linky, c'est vraiment passionnant, donc j'aimerais bien faire une fois terminé faire une émission spéciale sur le Linky parce que c'est juste fabuleux. Bon, alors là, je suis piégé. Merci pour cette invitation. Le sujet effectivement du jour sur le droit de soigner et d'être soigné, j'interviens en tant qu'avocat puisqu'on a un certain nombre de clients qui nous ont saisis sur ces questions et qui souhaitent qu'on intervienne un peu pour rétablir un certain nombre de vérités ou en tout cas apporter de la contradiction là où il y a des processus assez unilatéraux qui se mettent en place. Et pour répondre à ta question, moi je suis avocat au barreau de Paris et j'interviens dans ces affaires un petit peu sensibles. Donc pour préciser, vous êtes avocat. Est-ce que vous avez le droit de tout dire? Puisque moi j'ai été censuré sur une émission. Alors justement, si vous permettez, c'est moi qui reprends la parole là-dessus. Nous avons appris en effet qu'il y a eu une censure d'une émission à laquelle nous participions, donc déjà c'est surprenant, à la fois parce que Sylvano est censuré et aussi parce que des avocats sont censurés. Et je profite de l'occasion pour rappeler quand même quelques règles de droit qui pourront être utiles aux auditeurs qui nous écoutent. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé à plusieurs reprises, et y compris contre la France, que la liberté d'expression des avocats et l'immunité de la parole qui en découle est absolue. Donc, donc on ne peut pas les attaquer en diffamation parce que tel ou tel avocat aurait eu des propos qui ont froissé certaines personnes. Et dans le dossier français qui avait retenu l'attention de la Cour européenne des droits de l'homme, c'était un avocat, notre confrère Maurice, qui avait critiqué un juge d'instruction dont il estimait la piètre qualité du travail, voire la connivence avec certaines parties. C'était le juge Bruguière, ce qui ne surprendra personne, vu sa proximité avec le pouvoir. Eh bien, le juge Bruguière avait cru possible d'attaquer en diffamation l'avocat. Dans un premier temps, les juridictions françaises jusqu'à la Cour de cassation avaient condamné l'avocat. Il a fallu que la Cour européenne mette des points sur les i et rappelle donc cette fameuse immunité de l'avocat. Ce qui fait que, comme l'a rappelé tout à l'heure Arnaud, nous n'intervenons pas à titre privé ou à la demande de Sylvano. Nous sommes là parce que nous avons des clients, des particuliers ou des associations qui nous ont demandé de préparer des procédures. Et on peut révéler, ce qui n'est pas un secret, que l'une des premières demandes émane d'une association qui s'appelle UPGCS. L'Union pour la gestion et la prévention des crises sanitaires, donc c'est quand même une association qui est en plein dans le sujet. Voilà, merci Arnaud. Et c'est ça, le travailler ensemble, c'est qu'on se complète et que lorsque l'un de nous a une idée, elle va fructifier avec le dialogue qui naît justement du débat qu'il peut y avoir avec nous. Et si on n'est pas toujours d'accord, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, ça nous permet d'aller plus loin. Alors, il y a une semaine, Séverine, vous lanciez un challenge, 2500. Bon, on est à ce matin à 16 328. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, ces bonnes nouvelles? C'est magnifique. On voit qu'on a un corps, une communauté derrière nous pour nous soutenir. Et ça, c'est très, très important. Et puis, on se sent aussi un peu investi d'une mission. Là, on sait qu'on va compter sur nous et je pense que ça motive vraiment toute l'équipe pour trouver les meilleures solutions, les meilleures procédures. Et voilà, ça, je pense que c'est extrêmement positif. J'aimerais à ce propos souligner que vos adversaires ont des moyens colossaux qui sont déployés. Là, on a les premiers shots qui sont faits. On a vu le vendredi dernier la publication dans The Lancet. On a vu l'OMS qui tout de suite a embrayé avant manifestement d'analyser avec suffisamment d'approfondissement cette étude, puisqu'aujourd'hui, il y a des questions qui finalement sont soulevées sur la cohérence des données, et je dis ça au bas mot. Ce soutien en fait extrêmement fort à ces procédures, effectivement, ça nous donne une mission,
mais ça nous donne aussi des moyens parce que, et Séverine pourra peut-être vous en parler, elle a un petit peu l'habitude d'arriver en audience toute seule avec son cabas et puis d'avoir en face une douzaine d'avocats qui défendent dans d'autres dossiers les géants et qui ont des moyens colossaux pour effectivement pas forcément apporter la contradiction, mais apporter vraiment une force de frappe contre des faits. Et je crois que comme le dit Séverine aussi, les faits sont têtus, mais les faits, pour rester têtus devant la justice, ont besoin d'armes procédurales et c'est à mon avis, une belle brèche qui s'ouvre contre les adversaires. Moi, j'ai l'occasion, en fait, de maintenant passer de l'autre côté de la barrière. Avant, je défendais les gros, maintenant les petits. C'est vrai que je me retrouve face aux fleurons de l'économie française. Et ce ne sont pas des justiciables lambda. C'est-à-dire que quand on est face à un justiciable lambda, il y a un avocat de chaque côté, tout va bien. Le magistrat entend les deux. Il n'a pas une impression qu'un autre est plus prépondérant. Et en revanche, quand on est dans ces cas de combat à la David contre Goliath, contre les fleurons de l'économie, vous avez une ribambelle. Je me suis vue arriver il n'y a pas très très longtemps pour une audience. Moi, j'étais toute seule pour défendre mes clients. Et de l'autre côté, il y avait 12 avocats. C'est pas, voilà, c'est vraiment 12 avocats. Donc, vous avez un magistrat qui voit arriver en fait une masse avec, et puis en plus, on dit 12 avocats. Le mur de l'argent, les plus grands cabinets de la place de Paris. Hein. Je ne les citerai pas pour pas faire de pub, mais ce n'était pas n'importe qui. Et vous, oui, bonjour, moi, toute seule, mais je suis là. Et donc, c'est déséquilibré. Donc, il faut redoubler, en fait, d'ingéniosité et de volonté. C'est ça qui fait la différence. Et puis, alors ça, c'est, je dirais, pour l'histoire de nombre, hein, c'est le plus gros groupe. Et puis, il y a aussi sur le plan technique, la stratégie de ces grandes sociétés, c'est d'assécher la petite personne qu'il a en face. Donc, ils vont multiplier en fait les procédures. Donc, sur les contentieux que je connais, on est allé, c'est un contentieux qui a commencé devant le tribunal de commerce. Donc, on est allé au tribunal administratif, devant le Conseil d'État, devant la Cour de justice des communautés européennes, devant le tribunal des conflits et devant la commission maintenant. Bon, ça, vous voyez, et ça, c'est la stratégie. Et donc, en plus de ces stratégies où on ouvre des procédures devant différentes juridictions, à l'intérieur des procédures, on ouvre en fait ce qu'on appelle des incidents. Donc, ils vont trouver, je résiste, ce n'est pas un vice de procédure parce que c'est en pénal, mais pour faire comprendre aux gens qu'on va trouver un petit vice de procédure en disant, oh, tiens, là, je vais ouvrir un incident. Et du coup, ce sont des stratégies qui vont nécessiter que les avocats, en fait, même si elles ne sont pas fondées, fassent des écritures, aillent plaider. Et du coup, ça augmente en fait la note à la fin de manière incroyable. Donc, c'est vrai que là, dans tout ce qu'on a fait, le fait qu'on soit suivi, qu'il y ait beaucoup de gens qui aient contribué, ça va nous permettre aussi de pouvoir gérer ces incidents et pas de se retrouver en fait à court de carburant en disant maintenant on n'a plus rien, on doit s'arrêter. Parce que c'est le but de l'adversaire, de vous assécher. Je peux ajouter une phrase, il y a peut-être deux idées qu'il faut prendre en compte aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film fabuleux avec Julia Roberts qui s'appelle Erin Brockovich, où on voit au tout début que lorsqu'ils assignent le groupe industriel qui pollue la nappe phréatique avec du chlore hexavalent de mémoire, du chrome hexavalent, les avocats du groupe industriel déposent une motion d'irrecevabilité qui repose sur une trentaine d'arguments. C'est typiquement le genre de défense qui est adopté par ces grands groupes, c'est-à-dire on ne veut pas parler du fond, on va surtout faire de la diversion procédurale, comme vient de l'expliquer Séverine. La deuxième idée, c'est que en plus d'une attaque ou d'une disproportion de moyens, il y a aussi une disproportion de relations. Et je pense que Arnaud va acquiescer. On a dans le dossier Linky des avocats qui sont très proches du pouvoir. Ce qui pose problème, ce qui nous permettra peut-être un jour dans le dossier Linky, lorsqu'il sera terminé, de poser une question à la Cour européenne des droits de l'homme. Est-il normal qu'un ancien directeur de cabinet du ministre de la Justice soit aujourd'hui en train de défendre un opérateur comme Linky? On verra ce que ça va donner dans le dossier qui nous occupe, mais on a une proximité qui, moi, m'interpelle, m'interroge et parfois m'inquiète. Si je peux ajouter sur cette question finalement de l'égalité des armes, il y a deux choses qui sont en train de se passer avec cette action. La première, c'est qu'effectivement,
on a maintenant, et on est en voie d'avoir de vrais moyens pour se défendre face à ces grands groupes. Mais, et je vous dis ça parce que, alors, contrairement à Séverine, j'ai pas travaillé pour les méchants, j'ai pas eu de période dark avant de passer de l'autre côté, mais j'ai été formé par eux. Je leur ai glissé des mains à temps. Je sais aussi comment ils fonctionnent. Et vous verrez que dans cette idée de la plateforme qui est d'unir les faibles face aux forts pour avoir des moyens pour se battre, c'est pas simplement pour se défendre des différentes stratégies procédurales qui vont mener pour alourdir la procédure et vous assécher, comme l'expliquait Séverine, c'est aussi d'être capable, comme eux, de lancer des packages de procédures. Et là, vous avez dès le départ, effectivement, sur ce projet, un package de 4 procédures qui ont déjà été détaillées dans d'autres vidéos, si finalement elles réapparaissent, puisque j'ai cru comprendre qu'il y en avait qui avaient disparu, mais elles sont en tout cas disponibles sur le site N'oublions rien. Et on peut voir que par cette union entre les faibles, c'est-à-dire les citoyens face aux grands groupes, on est en capacité d'utiliser des grands moyens procéduraux avec des packages de procédures qui se complètent les unes les autres. Il y a une procédure qui va rapporter des preuves. L'autre, elle va permettre d'exploiter ces preuves pour demander des indemnités, etc., etc. Et c'est ça aussi l'idée. C'est pas simplement pour se défendre, c'est pour se battre, d'avoir des capacités suffisamment fortes comme les grands groupes, d'être défendu comme une grande entreprise au final. Et si je peux encore ajouter une idée à ce que vient de dire Arnaud, du point de vue avocat, la plateforme permet aussi de travailler en commun. C'est-à-dire que ce sont des dossiers extrêmement compliqués, alors hein, d'un point de vue scientifique, mais y compris en termes juridiques, parce qu'il faut faire à la fois du droit européen, du droit français, du droit du médicament, du droit administratif, du droit de la responsabilité, du droit pénal, etc., etc. Et j'en passe, et j'en oublie certainement. Et donc, moi, je ne prétends pas tout savoir en droit, loin de là. Je prétends plutôt apprendre tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un travail en commun avec d'autres confrères qui ont des expériences un peu différentes ou des secteurs d'activité un peu différents. Et c'est cette mise en commun de savoir-faire qui va nous permettre d'être plus intelligents ensemble. Donc, c'est vraiment une action collective à double sens, à la fois pour les gens qui nous font confiance, mais aussi pour les avocats qui mettent un petit peu un mouchoir sur leur ego et qui consiste à dire je contribue à une œuvre commune, à un travail commun. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus de cette collaboration entre avocats, il y a également des tuyaux qui sont mis en place pour coopérer avec les citoyens. C'est-à-dire que vous verrez, par exemple, sur la page N'oublions rien, il y a une page lanceur d'alerte où vous pouvez déposer en toute confidentialité, c'est-à-dire si vous ne souhaitez pas donner votre identité, ne pas la donner, nous communiquer des documents. Il y a également, dans le cadre des espaces clients qui sont ouverts, des possibilités de communiquer des pièces. Alors, dans les pièces qui sont requises dans une procédure, par exemple, pour ceux qui vont vouloir agir, en plus de simplement recevoir la gazette de N'oublions rien, ils vont devoir communiquer, par exemple, leur pièce d'identité, mais ils vont avoir la possibilité de communiquer des preuves dans l'intérêt collectif. Et c'est ça aussi un enjeu de cette plateforme, c'est qu'on va pouvoir avoir un ratissage aussi large que des ratissages d'informations qui, en face, sont faits par des investissements de plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions de dollars même, parce que vous êtes très nombreux et la plateforme va être un outil structurant pour pouvoir combattre à hauteur, à égalité d'armes avec les adversaires. C'est un peu ça l'idée aussi. Et je rajouterais que dans la communauté, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, Arnaud, il y a des gens qui ont des grandes capacités, qui ont certaines grandes connaissances et qui justement viennent vers nous en nous disant bah, tiens, vous regardez, il y a tel et tel truc, si on compare, tatati, et nous, comme ça, on est éclairé du point de vue scientifique, du point de vue technique, parce que c'est nous, en tant qu'avocats, ben, on n'a pas la partie, je dirais, opérationnelle. Et ben là, justement, dans la communauté des 15 000 personnes qui sont derrière nous, et ben, il y a ces gens-là. Dans les 15 000 personnes, on a des gens qui sont extrêmement compétents et qui nous ont permis de soulever certains liens. C'est exactement ce qui s'est passé sur Linky, où les quelques procès qu'on a pu gagner, on a une dizaine de décisions de condamnation d'Enedis, pour les personnes électro-hypersensibles, c'est à la suite de preuves. Alors, on nous a donné souvent un peu beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne prend pas tout. Nous, on a ce rôle de pouvoir filtrer, d'analyser ce qui juridiquement va pouvoir être invocable devant un juge, parce que est-ce que c'est suffisamment prouvé, est-ce que c'est suffisamment percutant pour un juge, et est-ce que c'est conforme au droit qu'on peut invoquer. Mais ces très nombreux arguments qui nous ont été envoyés dans l'affaire Linky,
Il y en a quelques-uns qu'on a sélectionnés parce qu'ils étaient extrêmement percutants et qui ont fait mouche déjà, donc auprès d'une dizaine de juridictions. C'est que grâce à ces vidéos que publie Silvano, nous avons une dimension internationale. C'est-à-dire que nous sommes suivis pas simplement par une communauté qui est en France, nous avons une communauté au Benelux, y compris au Canada français, etc., etc., et même dans d'autres pays, j'imagine, parce que je ne connais pas tout. Et ça a un avantage parce que ça nous permet de sortir un petit peu du débat franco-français, d'apporter des informations qu'on n'aurait pas forcément vues parce qu'on ne peut pas tout voir, tout lire. Et ce sont des informations qui contribuent justement à faire avancer la vérité comme nous avons souhaité le faire. Et c'est là encore, pour rebondir sur ce que disaient Séverine et Arnaud, c'est cette idée de travail en commun et d'interaction, de travail en coopération avec les membres de la communauté. Ce n'est pas simplement les avocats qui sont enfermés dans leur tour d'ivoire avec des vieux grimoires qui essaient de trouver une jurisprudence qui date de Charlemagne, c'est aussi des avocats qui dialoguent avec des scientifiques ou avec des requérants pour justement être sûr de bien comprendre tout ce qui se passe. Et moi, je trouve ça exceptionnel. Vous avez bien résumé. Moi, je pense qu'il faut continuer à laisser ce site et qu'on atteigne 16 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes parce que, comme disait Séverine, devant un juge, s'ils viennent à 12, vous venez à 3. Là, ils vont peut-être pas venir à 12, ils vont peut-être venir à 30. Et vous, derrière, vous avez 50 000 personnes qui vous suivent. C'est rééquilibré, quoi. On arrive effectivement avec ce système-là à un rééquilibrage des armes. Et c'est pas rien face à ce genre d'adversaire. Voilà, on parle beaucoup d'Enedis. Effectivement, moi aussi, dans mes contentieux, j'agis contre Enedis. Et effectivement, là, on est quand même encore à un niveau, je dirais, supérieur. Séverine, est-ce que tu veux parler un peu de l'aspect internationalisation qui est aussi envisageable, la coordination avec d'autres Alors oui. Ce groupe d'avocats, là, de 3 petits avocats, si j'ose dire, en France, désolé Christophe, il y en a d'autres qui sont en train de se monter, là du coup, sur des budgets qui sont sans commune mesure, hein, parce qu'en Amérique du Nord, les procès, ça coûte 10 à 100 fois plus cher. Avec lesquels on peut se concerter, essayer de justement, un peu comme le font les grandes entités internationales, les grandes structures juridiques ou les grands lobbying se coordonnent entre eux, ou voire même sont eux-mêmes détenteurs des différents sous-acteurs qui agissent. On peut, nous, par rapport à un groupe de citoyens, d'associations, de malades, etc., qui nous ont mandatés en France, se coordonner avec d'autres avocats au Canada, par exemple, qui sont mandatés, eux, par des personnes canadiennes. Oui, parce que, alors en parallèle, donc il y a plusieurs actions qui sont en train de se monter dans le monde et qui ont été relayées par Jean-Jacques Crèvecoeur. Et j'ai compris qu'il y avait un fonds qui avait été mis en place au Canada pour leur objectif, en fait, c'est $1 million. Sachant que les avocats qui vont défendre la communauté en fait qui va se greffer ont accepté de baisser en fait leurs honoraires, mais bon là-bas les honoraires des avocats en fait sont sans commune mesure avec les taux des avocats français. Mais ce qui a été prévu, c'est qu'effectivement aussi il y a quelque chose en Belgique, tous les pays francophones pour l'instant, également probablement Tunisie, Algérie, Maroc. Et l'idée c'était une fois qu'il y aura des équipes un peu constituées, qu'on puisse en fait entre avocats échanger sur nos stratégies de façon à pouvoir faire un peu la même chose dans tous les États. On avait l'idée, mais on n'avait pas eu jusqu'à présent la possibilité de le créer, de s'inspirer de ce qu'avaient fait les journalistes qui avaient travaillé sur les Wikileaks et autres, et qui avaient créé un consortium qui permettait de transférer de manière sécurisée des informations très sensibles entre les continents et entre eux, en surveillant qu'il n'y ait pas de fuite, etc. Moi, ça fait un moment que je rêve de créer un consortium des juristes qui permettrait de travailler ensemble en bonne intelligence, en échangeant des bonnes pratiques ou des jurisprudences intéressantes, parce qu'en face de nous, nous avons des acteurs globaux qui n'hésitent et qui ont les moyens d'avoir des visions globales. Je vais prendre un exemple, et ce n'est pas du tout, encore une fois, du complotisme. Quand vous avez Volkswagen qui, dans le Dieselgate, a des enjeux industriels qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, il faut savoir qu'ils ont toute une flopée, une hiérarchie d'avocats. Vous avez à la fois un cabinet mondial qui coordonne toutes les activités, quel que soit le pays.
Et par pays, vous allez avoir ensuite 2 ou 3 avocats suivant les spécialités. Vous allez avoir des pénalistes pour les affaires pénales, vous allez avoir des spécialistes du droit de la concurrence et de la consommation pour essayer de perdre, comme l'a expliqué tout à l'heure Séverine, le pauvre consommateur qui voudrait essayer de se faire indemniser pour l'escroquerie dont il est la victime. Et vous allez avoir des processualistes qui vont inventer des incidents à tire-larigot pour faire en sorte que les gens se fatiguent et s'épuisent. Eh bien, face à cette construction qui est très réfléchie, qui est très organisée, il faut que nous arrivions, on commence, je ne dis pas qu'on y est arrivé, il faut que nous arrivions petit à petit, brique à brique, à monter une espèce de contre-pouvoir, parce que j'estime encore que la justice est l'un des seuls et derniers remparts pour justement protéger la démocratie de la mainmise des intérêts économiques. Alors, si je peux ajouter quelque chose sur les adversaires dans le cadre de ces grands combats, là, vous avez une illustration assez intéressante. Je vous invite à vous demander si les adversaires n'ont pas déjà lâché leurs plus grosses munitions. On ne sait pas où ce combat va nous amener, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller, et voilà, c'est-à-dire que la graduation de l'attaque, on ne peut pas la deviner d'avance. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à s'en prendre à la liberté de parole des avocats qui s'expriment ici? Je ne sais pas. Mais ce que vous voyez avec l'étude du Lancet, alors moi je ne suis pas scientifique, on a consulté des scientifiques pour avoir leur avis sur cette étude. Elle a l'air très fragile, ce n'est pas les sources des données. Les données proviendraient d'une société qui est en possible conflit d'intérêts, puisque c'est une société qui à la fois aurait fourni ces données, à la fois vend des tests sur le Covid, donc n'a pas trop intérêt à ce que ça se soigne trop rapidement, voire qui fait des logiciels de triage pour trier les patients sur le Covid. On est un peu étonné sur ces données, il y a des choses qui doivent être investiguées. Mais vous remarquerez qu'ils ont quand même lâché des grosses munitions dès le départ. Là, c'est The Lancet. Derrière, il y a l'OMS qui embraye pour dire ça y est, il faut limiter, réduire, interdire l'hydrochloroquine et les tests dessus sur le Covid. Et donc, vous voyez, peut-être pas un recul, mais peut-être quelque chose qui montre que les adversaires sont en posture très fragile aujourd'hui et qui vont sûrement surenchérir. Ça, je ne dis pas qu'ils ne vont pas le faire, mais que vous voyez, il y a peut-être moyen de gagner ce combat malgré le déséquilibre des armes. Belle conclusion. C'est une belle conclusion et moi, j'en suis convaincu. Donc, continuez. J'aimerais bien qu'on continue, qu'il y ait beaucoup plus de monde sur cette action pour que le combat soit vraiment équilibré et que l'on montre que on a le droit de soigner, que les médecins ont le droit de soigner et nous d'être soignés. Séverine, Christophe, Arnaud, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes fatigués, je vois que vous avez beaucoup travaillé parce que je le vois à vos mains. Voilà. Allez, bye bye. Bisous. Au revoir. Au revoir.